À la recherche de la tradition. Une émission de Louis Calaferte avec la participation de Bernard Douairet. Recherche de la tradition, Bernard Douairet, je vous salue, ainsi que nos auditeurs. Et puisque aujourd'hui, normalement, nos auditeurs le savent, ceux qui sont habitués à écouter cette émission, une fois toutes les 2 semaines, enfin tous les 15 jours, nous avons une sorte de bibliographie, une sorte de chronique littéraire concernant les livres sur la tradition. Alors aujourd'hui, c'est plutôt, je crois, une information, plutôt qu'une étude de livres que vous allez nous donner. Eh bien, pour commencer cette émission. C'est cela. Puisque nous allons être amenés tout à l'heure à parler de Cornelius Agrippa, dont nous avons dit quelques mots la semaine dernière. Oui. Eh bien, nous avions dit, en effet, la semaine passée, que l'ouvrage le plus connu de Cornelius Agrippa, ouvrage du reste de jeunesse, mais qui a eu une très large influence dans la suite de l'histoire de la pensée occultiste, eh bien cet ouvrage s'appelle « De la philosophie occulte ». Or, il était devenu pratiquement introuvable, et il se trouve que les éditions traditionnelles, qui sont les successeurs des anciennes éditions Paul Chacornac, ont entrepris une réédition de cette philosophie occulte de Cornelius Agrippa. Elle est sous presse. Il y en a déjà des volumes sortis, c'est en cours pour le reste, et ça offre une très large garantie lorsque l'on connaît le soin et le sérieux apportés habituellement par les éditions traditionnelles du Quai Saint-Michel à Paris pour la publication de tous leurs ouvrages. Alors, je crois qu'il était intéressant de signaler cette publication parce qu'elle nous permet d'avoir la source directe en ce qui concerne la philosophie de Cornelius Agrippa. Oui, c'est d'autant plus intéressant pour nous, puisque nous sommes en train d'en parler, de traiter le sujet. Et que ce que je voudrais faire tout à l'heure, c'est une espèce de présentation de la pensée de Cornelius et à travers de la philosophie occulte. Je voudrais en même temps parler d'un autre ouvrage, ou tout au moins le signaler. Ce n'est pas un ouvrage récent, mais c'est un ouvrage qui constitue tout de même une certaine somme de références. C'est le livre de Kurt Seligmann, « Histoire des magies », qui a été repris il n'y a pas très longtemps par l'encyclopédie Planète. Et cet ouvrage est un essai d'ensemble sur l'occultisme, la tradition. Il est présenté sous forme de courte monographie, et en même temps, il essaie de situer l'évolution des idées dans ce domaine-là. Et on ne peut pas y trouver, si vous voulez, des études complètes sur chacun des personnages envisagés. C'est tout à fait évident dans ce cadre-là. Mais enfin, il a le mérite d'essayer de parcourir, si vous voulez, l'histoire des idées en ce qui concerne l'occultisme et les sciences traditionnelles. Je pense que c'est là un ouvrage qui, d'autant plus qu'il est adorné d'une certaine bibliographie, qui peut être d'une certaine utilité dans une bibliothèque spécialisée, et c'est pourquoi il me semble intéressant de le signaler au passage. Bon, je vais vous demander de rappeler le Alors, titre. c'est « Histoire des magies » de Kurt Seligmann. La dernière édition est une reprise dans la collection de l'encyclopédie Planète qui, elle, reprend les formules de vente par correspondance, etc. Nous ne sommes pas là pour parler de ces choses-là. Mais, non, il n'est pas question de faire la publicité du tout. Aucunement. Je signale simplement un titre qui me paraît être capable de répondre à une certaine utilité. Voilà. Le spécialiste d'un point particulier sera déçu, comme toujours dans ce genre de présentation. Par contre, le néophyte, le curieux, celui qui commence à s'intéresser à ces choses-là, pourra par contre y trouver déjà une première documentation. Voilà. C'est une petite base. Bon, eh bien, Douairet, nous vous remercions de nous avoir signalé. Nous rappelons la parution ou le cours de parution chez Chacornac, enfin aux éditions traditionnelles, du livre de Cornelius Agrippa, de la philosophie occulte, dont vous nous avez entretenu la semaine dernière. Et je pense que c'est un petit peu ce qui va nous servir, au fond, de transition entre ces deux présentations de notre émission. Voilà, et c'est ce dont nous allons essayer de parler maintenant, si vous le voulez bien.
Alors, nous avons dit deux mots très rapidement sur l'allure de la vie de Cornelius Agrippa. Oui. Je ne veux pas y revenir. Non, disons que c'est une vie mouvementée. Une vie vous nous très l'avez mouvementée. dit. Nous avons essayé de préciser quel était le genre de rapport qu'il avait pu entretenir avec l'abbé Tritem. Oui. Je ne pense pas utile d'y revenir maintenant. Quelques mots simplement sur la formation de Cornelius Agrippa. Oui. Eh bien, elle n'est pas très originale, si vous voulez, elle se situe dans tout un courant de pensée du XVIe siècle. Mais car rappelons que nous sommes au XVIe siècle, c'est quand même important. Siècle, oui, c'est exact. Nous sommes au XVIe siècle. Je rappelle que Cornelius Agrippa a une vie assez courte, d'ailleurs. Il naît en 1486 et il meurt en 1535. C'est assez court, mais là aussi, il faudrait peut-être faire un effort de mise au point historique. Si on estime que la durée moyenne de la vie pour un occidental à l'heure actuelle est de vers 65-67 ans, il faut reconnaître qu'au XVIe siècle, ça se situait vers 37-40 ans. Bon, alors vive la pénicilline. On commençait plus tôt et on finissait plus tôt. Bon, excuse de cet humour, mais enfin, c'est un petit peu vrai tout de même. Et Cornelius Agrippa, donc, n'est pas non plus original, en ce sens que ses études, comme ça se passait à l'Académie florentine, comme ça s'était présenté pour Jean Tritem, pour lequel il avait beaucoup d'admiration, eh bien, ses études l'amènent à lire, en particulier des ouvrages de Plotin, Oui. et puis des ouvrages de ceux qu'on appelle les gnostiques, Oui. en particulier Jean Blic, Porphyre. Il lit également Platon, et enfin, il étudie la Kabbale. Peut-être convient-il de dire brièvement ce que l'on entend par Kabbale, éventuellement. Oui, on peut toujours le rappeler, nous en avons parlé à plusieurs reprises dans le cours de ces émissions. Enfin, c'est jamais inutile. Disons, si l'on veut, qu'il y a Kabbale et Kabbale, bien entendu, il y a toujours la lettre et l'esprit, ici comme ailleurs. Mais enfin, que la première Kabbale consiste tout de même en un effort d'appréhension du sens ésotérique de l'Ancien Testament, tout particulièrement du Pentateuque et même plus exactement de la Genèse, étudié dans son texte hébraïque, bien sûr, et en accordant une valeur numérique et symbolique à chacune des lettres et à chacun des versets. Et de là dérive toute une science qui se trouve explicitée dans quelques ouvrages, enfin explicitée, plus ou moins explicitée dans certains ouvrages comme le Zohar, le Sefer Yetzira. Et c'est là que l'on trouve la source de tous ces systèmes de correspondance qui établissent des analogies entre l'homme, les astres, le microcosme, le macrocosme, etc. Et je le dis parce qu'effectivement, cela se retrouve chez Cornelius Agrippa et bien souvent beaucoup d'occultistes occidentaux, allemands, français et autres, ont tiré leur système de correspondance de Cornelius Agrippa, de son ouvrage « La philosophie occulte ». C'est donc un ouvrage qui marque beaucoup en ce sens-là. Oui, c'est exact. Ajoutons en même temps qu'à une époque où les spécialités, disons, n'étaient pas aussi tranchées qu'elles peuvent l'être en notre temps, Oui. Agrippa est un homme très connu en son époque et il est un des correspondants, je sais très bien qu'ils en avaient beaucoup, un des correspondants d'Erasme, de Mélenchon et de bien d'autres. Et toujours cette proximité avec les mouvements de la Réforme. Ça, c'est un phénomène permanent au XVIe siècle. Eh bien, ceci étant dit, rappelant encore que l'ouvrage publié ne correspond pas toujours exactement au manuscrit qu'il avait envoyé à Tritem. Alors, nous sommes interrogés la semaine dernière pour savoir d'où provenaient les modifications. Nous n'avons pas pu répondre. Enfin, cette remarque étant rappelée, essayons d'entrer dans le système, si je peux dire, de Cornelius Agrippa. Eh bien, il y a d'abord à préciser la manière dont il pense définir la magie. Et là encore, il n'est pas complètement original par rapport à son temps. Il y a effectivement un gros effort de situation historique à opérer. Pour lui, semble-t-il, la magie consiste d'une part en la connaissance de la nature et d'autre part en un pouvoir d'intervention de la part de l'homme sur les forces naturelles. Cependant, je crois qu'il faut s'entendre d'abord sur le mot nature. Oui. C'est un des mots clés du XVIe, du XVIIe et même encore de notre temps. La nature, tout dépend de la manière dont on la conçoit.
Or, pour lui, la nature, c'est l'ensemble des phénomènes terrestres, humains, cosmiques, universels. Enfin, la nature, c'est plutôt le créé. C'est le tout. C'est le tout, c'est tout ce qui est créé. Hein, c'est l'ensemble de la création. Alors, il pense donc que d'une part, il faut la connaître, nous allons revenir sur les moyens de cette connaissance, et il pense donc d'autre part qu'il y a pour l'homme des possibilités d'intervention dans ce cadre, même conçu de manière aussi large que cela. L'homme n'est pas simplement, et nous y reviendrons, n'est pas simplement l'être qui subit les différentes modalités, mais il a la possibilité d'intervenir, hein, il a la possibilité de modifier le cadre dans lequel il vit. Alors, d'abord, du point de vue, j'essaie de faire un exposé peut-être un peu systématique. Oui, enfin pour essayer de clarifier voilà, et de donner une première de suivre des règles, enfin, voilà. Oui. Alors, d'abord, au point de vue de la connaissance. Eh bien, la magie, qui est donc la science générale, si vous voulez, hein, suppose plusieurs autres sciences. Oui, forcément. Trois en particulier, dans la terminologie de Cornelius, la physique, les mathématiques et la théologie. Mais alors, là aussi, on se tromperait grandement si on attribuait à chacun de ces mots le même contenu que nous leur accordons à l'heure actuelle. La physique, eh bien, il faut la prendre au sens large, au sens en somme étymologique, c'est la connaissance des choses, hein, la connaissance de ce qui tombe sous les sens, sous le sens. Elle est donc terrestre. Et, mon Dieu, elle pourrait comprendre, je pense, ce que nous appelons maintenant physique tout court, chimie, sciences naturelles. Hein, c'est du domaine de l'observation et de l'expérimentation visible, mesurable, quantitative. Ce souci quantitatif n'apparaît d'ailleurs pas particulièrement chez Cornelius Agrippa. Quant aux mathématiques, alors pour lui les mathématiques c'est d'abord et essentiellement, alors là il y a un mélange de scolastique et de gnose, oui. Hein, les mathématiques c'est d'abord pour lui la connaissance des mouvements célestes. Alors d'un double point de vue encore, c'est nous qui disons double point de vue, nous gens du XXe siècle, mais pour le XVIe siècle, tout comme pour Cornelius, ça ne faisait qu'un, et c'est ce que nous appellerions d'une part astronomie, d'autre part astrologie. Il ne faut même pas l'oublier, les premières grandes découvertes de l'astronomie sont essentiellement le fait d'astrologues. Qui pour ça c'est curieux. Oui, c'est-à-dire ça enfin, c'est curieux, oui et non, parce que ça peut se comprendre d'un certain point de vue, oui. Étant donné qu'ils avaient un souci tout de même de bien préciser les choses, de réviser leurs propres sources. Alors, pour bien étudier l'astrologie, ils étaient amenés à essayer de faire des calculs les plus précis possibles qui les amenaient à situer les planètes en tant que telles, en tant que corps, oui. Donc à faire des études concernant l'astronomie. Alors, les deux se mêlent intimement, évidemment. À cette époque. À cette époque-là. D'autre part, les mathématiques contiennent encore la science des nombres. Alors là, évidemment, il ne s'agit pas d'arithmétique, c'est toujours la même distinction. Il ne s'agit pas tellement d'arithmétique, mais plutôt d'arithmétique. Je crois qu'il est bon d'insister, Douéré, là-dessus, parce que finalement, on se perd un petit peu dans les mots, enfin, dans le vocable. Il en va comme toujours de même, d'ailleurs, quand il s'agit d'exprimer la pensée. Il est assez difficile de s'entendre d'abord sur les mots, mais enfin, en ce qui concerne plus particulièrement, enfin, à la fois ces théories et ces hommes et ces pensées-là, il est effectif que quand on parle de mathématiques, on pense calcul. Or, là, il s'agit moins de calcul que de préhension, enfin, de perception de la valeur du nombre en soi, ce qui est tout de même tout à fait différent. Oui, alors, si vous voulez bien, on pouvait insister là-dessus. Oui, si vous le voulez. Je voudrais rappeler peut-être à ce sujet l'effort d'un homme que personnellement je conteste parfois, mais je dis bien personnellement, c'est un avis tout à fait individuel. C'est l'effort de René Guénon, qui a très largement... Il faudra que nous ouvrions un débat sur Guénon. Enfin, ça c'est une parenthèse, mais enfin, ça pourrait être intéressant. Oui. Je sais que Guénon a de fervents défenseurs et inversement des adversaires non moins fervents. Moi, je me situerais plutôt entre les deux, si vous voulez. Vous êtes l'homme sage. Je ne sais pas. Excellent. Bon, alors fermons la parenthèse sur Guénon et revenons à... J'allais faire une mauvaise plaisanterie et dire que j'étais un homme du milieu, ce qui serait très mauvais. Bon, eh bien, Guénon a tout de même très énergiquement souligné la différence entre le quantitatif et le qualitatif.
En ce qui concerne notre ami Cornelius Agrippa Oui. et les mathématiques, disons qu'au fond, c'est dans une lignée pythagoricienne qu'il se situe. Et alors là, je crois que pour une mentalité moderne, ça demande même un singulier effort que d'essayer d'appréhender Bonsoir, les oui. nombres en ce sens-là. Alors, disons quelques mots à cet égard. Disons d'abord que les nombres, dans ce sens-là, dans cette perspective-là, Oui. ne sont pas du tout considérés dans un sens utilitariste, matérialiste, immédiat. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, et puis la suite, enfin, tout repose d'abord sur les nombres premiers, c'est évident, eh bien, tous ces nombres-là ne sont pas d'abord considérés pour faire des additions ou des multiplications. Ils sont considérés en quelque sorte comme des entités, ou plus exactement encore, comme une des signatures possibles d'une entité. Hein, je pense par exemple... Disons des forces, enfin. Oui, des forces, l'expression d'une force. On parlait l'autre jour, à propos de l'abbé Trithème, de son traité des causes secondes, des 7 causes secondes. Eh bien, c'est un petit peu la même gamme d'idées. Ça se situe de la même manière. En ce sens qu'il y a une entité qui, d'une part, porte un nom, mettons Michael, Oui. et qui, d'autre part, est en correspondance avec un jour, mettons le dimanche, et d'autre part, est en correspondance avec une planète, mettons le Soleil. Hein, et j'énumère à dessein ces correspondances parce que chez Cornelius, on les trouve précisément. Oui. Mais en fait, l'entité en elle-même est transcendante par rapport à tous ces phénomènes-là. C'est elle qui les motive, hein, elle s'y incarne d'une certaine manière, donc également d'une certaine manière, chacun de ces énoncés représente une des phases de cette entité, mais elle est au-delà de tout cela. Eh bien, il en est de même, je crois, pour les nombres. Chaque nombre en lui-même doit être considéré comme une représentation possible d'une entité déterminée. Donc chaque nombre est vivant à son être, si vous voulez, qui est un être dépendant d'ailleurs. Mais d'un point de vue pythagoricien, c'est une des représentations les plus pures parce que les plus abstraites, donc les plus susceptibles de généralisation. Hein. Il y a tout de même là, si vous voulez, un certain mélange, un amalgame tout au moins entre une pensée logique et une pensée analogique. Hein. A priori, je ne sais pas laquelle des deux est supérieure à l'autre. Hein. Le préjugé courant serait de dire que la logique est supérieure à l'analogique, ça resterait peut-être à démontrer. Et en face d'un préjugé, vous venez de le dire, C'est un d'ailleurs. préjugé, bien sûr. Il y a des préjugés qui s'étendent sur des siècles, puis il y en a d'autres qui durent moins. Hein. Mais enfin, ça revient un petit Préjugé peu qui au coûtent même, cher. quant à l'essence. Et donc, il y a une autonomie de chaque nombre. Chaque nombre, d'autre part, malgré cette autonomie, est considéré d'abord comme fils de l'unité. Oui. Le seul nombre, au fond, c'est l'unité. L'unité. Et l'unité se diffuse et se divulgue en même temps dans d'autres nombres qui sont le 2, la dualité, le 3, autre principe d'équilibre, le 4, le 5, etc., etc. Plus le nombre, d'ailleurs, est quantitativement nombreux, si j'ose Oui, dire, oui. plus son interprétation devient complexe. Et quand on arrive à des très grands nombres, c'est encore pire. D'autre part, il y a des systèmes d'analyse de ces nombres qui reposent sur des pratiques qui sont dérivées de la Kabbale. Je vais prendre un exemple très Oui. simple. Hein. Si on dit par exemple 43, je peux réduire 43 à 7 par une addition 4 plus 3. Hein, ce qui montre très bien que les nombres là sont étudiés dans une perspective très différente de l'habitude actuelle. D'autre part, il y a des relations entre tous ces nombres. Ça n'est pas hasardeusement que l'on passe de 1 à 2, de 2 à 3. Cela correspond à toute une logique interne dans cette perspective-là. Donc il faut bien voir ce que sont les nombres et les mathématiques oui, quand on... pour un homme comme Cornelius Agrippa, et je reconnais que ça nécessite une certaine gymnastique pour un esprit du XXe siècle. Ces nombres, d'autre part, sont considérés comme régissant l'univers, et tout simplement parce qu'ils sont en rapport avec des forces divines. Ils en sont une des représentations. C'est pourquoi, de même que pour Cornelius Agrippa, la physique est terrestre, de même la mathématique, ou les mathématiques si vous voulez, sont célestes. Et nous arrivons à un troisième plan, parce que dans toutes ces philosophies, tout se passe toujours sur les trois plans, à l'intérieur d'une dualité. Nous arrivons au monde des archétypes, qui est pour lui le domaine de la théologie, qui consiste en la connaissance de l'esprit, la connaissance des anges et la connaissance de Dieu.
Là encore, je crois qu'il faut préciser un petit peu le point de vue. Théologie, pour Cornelius Agrippa, comme pour tous les gens de ce tempérament, signifie connaissance de Dieu. Alors, cela soulève un problème philosophique. Dans quelle mesure peut un esprit, par définition limité, comme celui de l'homme, peut-il avoir une connaissance d'un esprit, par définition illimité, comme celui de Dieu? Bon, il y a peut-être des intermédiaires possibles. Ah ben l'Église répond la grâce, de toute façon. Oui, il y a la grâce, en effet, dans cette terminologie. Et puis, enfin, il y a également l'utilisation, pour Cornelius, de tout le système des analogies. Quoi qu'il en soit, la théologie telle qu'il la conçoit, eh bien, nous nous apercevons que ce n'est pas du tout un système intellectuel, ça n'est pas du tout un système. La théologie, pour un esprit de cet ordre, n'est pas du tout matière à problème, je dirais qu'elle est plutôt matière à évidence. Ou bien quand on n'a pas l'évidence, on a simplement l'inquiétude. Qui signifie qu'on est en marche vers ou en marche contre, mais on n'a pas encore l'évidence. Il ne s'agit donc pas du tout d'une théologie qui puisse offrir matière à une discussion de type philosophique. Alors qu'il semble bien que souvent, à l'heure actuelle et depuis longtemps, depuis l'époque moderne, précisément à peu près depuis ce temps-là, la théologie soit un système parmi d'autres. Si un théologien se mêle de démontrer l'existence de Dieu, il est évident qu'a priori, un rationaliste pourra se mêler de lui démontrer la non-existence. Au contraire, oui. Or, c'est toute la bataille des idées modernes. Bien sûr. Or, pour Cornelius, ça ne peut pas se présenter sur ce plan-là. Ça ne peut pas se présenter sur ce plan-là. Donc, je rappelle... Non, je crois qu'il était bon d'insister beaucoup là-dessus, parce que ça a l'air d'être comme ça des nuances un petit peu, ou alors des choses un peu compliquées, mais en fait c'est compliqué par rapport à notre esprit, à nous. Oui, voilà, c'est compliqué quand même un petit peu en soi, il ne faut pas dire que ce soit simple. Oui, peut-être moins au fond que... Il faut faire, disons, un effort de grande ouverture d'esprit et s'apercevoir de la relativité de nos propres connaissances. Nous parlions de préjugés tout à l'heure, j'avais l'air de plaisanter peut-être à cet égard, mais de même qu'un individu peut avoir des préjugés, eh bien dans quelle mesure un temps n'a-t-il pas ses propres préjugés C'est un petit peu la même chose. Ça c'est visible en toutes les matières, ça n'est pas visible que pour la tradition. Et alors, souvent, puisque nous sommes dans cette parenthèse, souvent les gens traditionnels insistent sur cette relativité. Alors, à ce moment-là, on pourrait croire qu'ils vont verser dans une sorte d'éclectisme. Vous comprenez, dès l'instant que l'on plonge dans la relativité, tout devenant relatif, il n'y a plus d'absolu, il n'y a plus de finalité. Or, les esprits traditionnels, effectivement, sont a priori des finalistes, si je peux dire. Pour eux, le monde, la création, tout est orienté, tout obéit à des desseins. Mais finaliste ne veut pas dire non plus des résignés. Et c'est pourquoi il me semble à propos de réinsister sur le fait que chez Cornelius, et ce sera vrai également quand nous parlerons de Paracelse, il y a possibilité pour l'homme d'intervenir. Il est participant. Il n'est pas simplement subissant, il est participant. Oui. Donc je rappelle que pour Cornelius Agrippa, la connaissance du monde, ce qu'il appelle d'une manière générale la magie, repose essentiellement sur 3 sciences que nous avons essayé, je dis bien essayer, je n'oserais pas dire de définir, mais enfin de situer par rapport à son esprit, et qu'il appelle physique, mathématiques et théologie. Au-delà de cela, et derrière chacune de ces sciences, eh bien, sa méthode de connaissance, je ne vais pas employer de terme philosophique, disons simplement sa méthode de connaître, s'appuie sur différents principes, qui se résument d'ailleurs au fond assez simplement en une double polarité. Ressemblance, dissemblance, sympathie, antipathie. Vous voyez, un plus et un moins, un positif, un négatif. Et c'est à partir de là qu'il va tirer la méthode d'action de l'homme sur lui-même ou sur le cosmos, à quelque échelon que ce soit, partant du principe que le semblable agit sur le semblable. Alors, essayons de préciser, si l'on veut. Tous ces hommes, et Cornelius Agrippa, au fond, sont des encyclopédistes d'une certaine manière, c'est caractéristique de cet effort du XVIe siècle, et sont des philosophes de l'unité, en ce sens qu'ils aboutissent à une vision unitive du cosmos, et qu'ils aperçoivent les choses comme liées par des rapports d'analogie. Et
quand on dit semblance, enfin le semblable agit sur le semblable, au fond le dissemblable fait partie de la même catégorie, bien entendu. Alors, dès l'instant que l'on peut saisir les séries de chaînes qui unissent des phénomènes apparemment, ou des corps apparemment les plus éloignés les uns des autres et les plus différents les uns des autres, comme par exemple un moment de l'année, une saison, un jour, un organe de l'homme, une planète, un végétal, un animal, etc., etc., il suffira, en quelque sorte, d'intervenir à point nommé sur un des maillons de cette chaîne pour que l'acte en question retentisse en écho sur l'ensemble de la chaîne. Nous retrouvons là la médecine dite d'acupuncture et Oui. pratiquée par les Chinois, enfin Oui, les par Orientaux. exemple. Enfin, c'est l'application même du principe d'analogie. De même que je disais Qui tout paraît à l'heure. d'ailleurs assez évident finalement. Est-ce peut-être- que c'était original, enfin? Est-ce que c'était non, vraiment un c'est- apport original Oui, de la alors là, part de- c'est encore autre des chose. Ripas? Non, je vous pose la question. Non, non, ça comme n'est pas ça. original. Ça n'est pas original. D'ailleurs, disons, je ne sais pas si on n'a jamais souligné cela dans nos émissions, mais disons que d'une manière générale, au fond, un esprit authentiquement traditionnel n'est absolument pas soucieux d'aucune espèce Oui, d'originalité. d'originalité, oui. Non, non, enfin, Il est j'entendais original en plutôt- quelque sorte malgré lui, en ce Oui. sens qu'il postule une unité du monde et de la tradition, et que cela devient original dans la réfraction que subit cette tradition à travers son propre mental, à travers sa propre expérience. Et d'autre part, il y a encore, ça se complète de la manière suivante, en ce sens que unité ne signifie pas unification, Bien et qu'au sûr, contraire, oui. l'unité, Bien sûr, oui. elle aussi postule l'infinie variété de ses expressions. Non, Oui. je vous posais la question surtout, Douéret, parce qu'il semblerait maintenant, enfin c'est peut-être une vue personnelle aussi, enfin je peux en avoir une, il semblerait qu'on est plus éloigné maintenant au XXe siècle de cette espèce de compréhension cosmique de l'univers, puis enfin de l'homme, surtout de l'homme, puisqu'enfin c'est ce qui nous importe au premier chef, qu'au XVIe siècle finalement, et puis que même au Moyen-Âge d'ailleurs, disons-le. C'est pas votre avis? Si, je vous rejoindrai. Il y a une volontiers. espèce enfin, quand on vous entend défaire, enfin analyser cette pensée d'Agrippa, on a l'impression qu'au fond il était naturel, et puis ça semble à l'esprit être naturel d'envisager l'homme à la fois, comme vous le dites, subissant, puisqu'il subit bien de toute façon, sûr. mais par contre-coup agissant, puisque au fond ce qu'il reçoit, il leur transmet, ça paraît aussi ça tout à fait naturel, qu'il agisse après Oui. avoir subi ou inversement, et il semblerait qu'aujourd'hui dans la pensée moderne, enfin autant que je la puisse suivre, je ne suis pas au fait de toutes les découvertes, mais enfin il y a une espèce de fractionnement qui aujourd'hui, moi personnellement, me choque beaucoup, Oui. et on ne considère pas l'homme comme appartenant à un tout, ou étant lui-même un tout, on divise beaucoup l'homme. Vous me direz qu'actuellement on semble vouloir revenir vers des théories qui étaient plus anciennes. Enfin, vous avez souvent, à plusieurs reprises, parlé des alchimistes, par exemple, et de l'influence qu'ils peuvent avoir aujourd'hui, enfin, ces théories-là, sur la pensée moderne. Enfin, ce fractionnement auquel, disons-le, l'ensemble des gens est habitué, et puis même, disons-le, allons plus loin, au fond, ce fractionnement qui est aussi un fait de la pensée chrétienne, parce que, au fond, le christianisme en soi n'admet pas du tout l'homme comme étant un tout et appartenant à un tout. Il y a là un fractionnement qui est dans notre esprit, qui est dans l'esprit chrétien du monde moderne, et puis enfin, qui est en nous, qui n'est pas, on surprend beaucoup les gens en disant qu'au fond la création est un nœud et que l'homme ne peut pas s'en séparer, si vous voulez. Oui. On isole l'homme aujourd'hui. Oui, par rapport au christianisme, puisque, enfin, on ouvre ce Oui, j'ai débat, cité le christianisme parce rapidement. que ça me paraît être... Enfin, Oui. entendons-nous sur le christianisme, disons plus précisément, car j'ai fait une faute au fond en parlant de christianisme, parlons de catholicisme plus précisément. Oui, Et disons, mais même à cet égard, il me semble que très souvent, les esprits traditionnels, les alchimistes etc., et autres, par exemple, quand bientôt nous parlerons de Paracels, nous pourrons le préciser avec un exemple net à l'appui, eux-mêmes, vous me direz qu'ils sont peut-être dans l'erreur, un peu hérétiques par rapport à l'Église, je ne sais pas, mais eux-mêmes ne se sentent pas hérétiques. Et au contraire, montrent sans arrêt un accord très net entre leur pratique et l'enseignement de l'Église. Alors, je crois qu'il y a là plusieurs phénomènes, en particulier un phénomène historique remarquable, disons pour le moins, qui est une sorte de séparation entre l'Église catholique et certaines formulations du monde et de l'homme. Alors, qui a tort, qui a raison,
c'est un autre Non, non, mais il ne problème. s'agit pas pour nous de savoir qui a tort, qui a Non, raison. mais- Il s'agit pour nous de poser des questions très librement. oui. Bon, eh bien, nous avons ouvert cette parenthèse de manière tout à fait accidentelle. Nous allons la refermer. Et ça va être d'ailleurs la fin de notre émission, puisque le temps qui nous est imparti, comme on dit si bien, vient de s'écouler pratiquement. Alors, nous reviendrons la semaine prochaine. D'ailleurs, nous reviendrons. Oui. Nous allons donner rendez-vous à nos auditeurs dimanche prochain, puisque nous avons encore quelques secondes. Je peux leur rappeler que nous nous tenons à leur disposition et nous allons leur donner l'adresse Recherche de la Tradition, ORTF 47 Cours Gambetta, Lyon. Et nous leur souhaitons un bon dimanche après-midi. Et nous leur souhaitons un bon dimanche après-midi.